Salut tout le monde. Vous savez, on dit souvent qu'on peut faire dire ce qu'on veut aux chiffres. Et c'est vrai, mais on donne rarement des exemples. Alors ici, je vais vous montrer que sans même trop entrer dans les maths compliquées, on peut déjà éviter pas mal de pièges qu'on vous tend dans la vie de tous les jours. Donc voici 4 exemples de concepts statistiques qui vous aideront peut-être à mieux juger certains chiffres ou faits qu'on vous sert quotidiennement. Numéro 1, on commence par un classique mais extrêmement important, corrélation et causalité. Exemple. Voici en bleu la quantité d'attaques de requins au cours de l'année 2012, et en rouge la quantité de glace vendue au cours de cette même année. Et c'est un peu troublant parce que les courbes elles se superposent quasi parfaitement. Et même sans donner d'unité sur la valeur d'axe vertical, ça change pas le constat. Plus on vend des glaces, plus les gens se font attaquer par des requins. Et moins on en vend, moins il y a d'attaques. Donc c'est quoi la raison de ce lien? On pourrait se dire, quand les gens mangent des glaces, du coup ils nagent moins vite et ils se font plus attaquer. Et bon, ça tient pas trop debout. Ou alors l'inverse, peut-être quand les gens se font attaquer par des requins, ensuite ils mangent une glace pour décompresser. Mais ça tient pas trop debout non plus. Alors on se dit que c'est peut-être un peu des deux. Et en fait elle est là l'erreur, c'est de penser qu'il y a forcément une relation de causalité entre les deux. C'est pas les attaques de requins qui provoquent la vente de glace, et c'est pas l'inverse non plus en fait. C'est juste que là on oublie un troisième facteur qui est commun aux deux phénomènes, et en l'occurrence là c'est l'été. En été il fait chaud donc les gens achètent plus de glace, et en été il fait chaud donc les gens vont plus se baigner et sont plus susceptibles de se faire attaquer par des requins. On a donc une même cause qui provoque deux phénomènes, et ces deux phénomènes du coup se retrouvent corrélés statistiquement, sans pour autant que l'un soit la cause de l'autre. Donc cet exemple il était quand même assez simple, mais regardez plutôt ça par exemple. En rouge on a la quantité de kérosène utilisée au Venezuela depuis 40 ans, et en noir le nombre de bébés américains qui sont nés, qui s'appelaient Gérard. Donc voilà, là on a beau chercher le lien entre ces deux trucs, ça reste quand même assez obscur. Et ça peut être en fait 10 000 phénomènes interconnectés qui provoqueraient cette corrélation. Ou encore plus plausible, et je pense que c'est le cas dans ce cas-là, c'est que c'est une coïncidence. Donc retenez juste que quand il y a une corrélation entre deux phénomènes, ça ne veut pas nécessairement dire qu'il y a une causalité entre ces deux phénomènes. Le lien il est souvent beaucoup plus obscur et plus complexe. Et parfois c'est juste du hasard aussi. Numéro 2, p-value. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Un petit exemple et vous allez comprendre, c'est pas compliqué. On est vous et moi devant une boîte dont on voit pas l'intérieur. Moi je vous prétends que dans cette boîte il y a 100 boules, 50 noires et 50 blanches. Vous me dites ok c'est cool, et vous en sortez une première au hasard sans toujours regarder dans la boîte, et elle est blanche. Vous en sortez une deuxième, et c'est aussi une boule blanche. Une troisième, toujours blanche, 4, 5, 6, 7, 8, que des boules blanches. Donc vraie question que je vous pose là, à partir de quand vous me croyez plus sur le fait qu'il y ait 50 boules noires et 50 boules blanches dans cette boîte? Eh bien admettons que je dise en effet la vérité, et que dans la boîte, il y ait 50 blanches et 50 noires. En prendre une blanche au hasard, c'est prendre une des 50 blanches parmi les 100, donc une chance sur deux, 50% de chance. À la suite de ça, en reprendre une blanche, c'est tomber sur une des 49 blanches parmi les 99 boules restantes, et ça, il y a un peu moins de 25% de chance que ça arrive. En prendre une troisième de suite, c'est tomber sur une des 48 blanches parmi les 98 qui restent, et on tombe à 12% de chance, etc., etc. Bref, prendre 8 blanches de suite, c'est quelque chose qui a une probabilité de moins de 0,3%. Donc ça arrive moins de 3 fois sur 1000. Ce 0,3%, c'est ça qu'on appelle la p-value de notre expérience. Et là, maintenant vous avez des meilleurs outils pour juger si je mens ou pas. Soit je mens pas et il s'est passé un truc qui arrive que 3 fois sur 1000, soit je mens. Donc si vous pensez qu'il y a plus de 3 chances sur 1000 que je mente, alors il faut me traiter de menteur. Même si ça vous garantit pas d'avoir raison, hein. Tirer 20, 30 ou même les 50 boules blanches de suite, c'est hyper rare, mais ça aurait toujours été possible. À vous, à partir de cette p-value, de placer votre seuil de confiance en moi. En général, dans la science, on dit que quand quelque chose avait moins de 0,5 ou 1% de chance d'arriver par hasard, on penche plutôt vers une autre hypothèse. Mais ça dépend surtout de l'expérience en question, et surtout des autres expériences similaires qui ont été faites, etc. Par exemple, quand les physiciens du CERN ont découvert le boson de Higgs en 2012, ils s'étaient mis un seuil de 1 pour 10 000. Donc ils se sont autorisés à dire qu'ils avaient réellement découvert ce qu'ils cherchaient, à partir du moment où il y avait moins d'une chance sur 10 000 d'attribuer ça au hasard. Bref, quand quelque chose de particulier arrive, demandez-vous les chances qu'il y ait que ça arrive par hasard, et à partir de là, jugez bon de savoir si c'est vraiment du hasard, ou si vous avez mis le doigt sur quelque chose de nouveau ou de particulier.
Numéro 3, taille de l'échantillon. On va repartir directos avec un nouvel exemple. Si on prend une île de 1000 habitants, sur laquelle il y a pile 500 filles, en rouge, et 500 garçons, en bleu. Et maintenant, parmi ces 1000 gens, on en sélectionne 10 au hasard, et on regarde combien il y a de garçons. On a fait donc un échantillon. Donc, je demande à mon ordi de faire ça, le tirage au sort, et voilà ce qui me sort. Premier échantillon, il y a 4 garçons sur les 10. Cette valeur, je peux la noter sur un graphique. Et je refais le tirage au sort. Et là, il y a 5 garçons sur les 10. Je note ça dans le graphique. Je refais, et il y en a 4 à nouveau. Puis encore, et là, il y en a 6. Et encore, et là, il y en a 3, etc. Bref, je joue 10 000 fois à ce petit jeu-là, de faire des échantillons, et voici le graphique que j'obtiens. Sur 10 000 fois, il y a eu environ 2500 fois où il y avait 5 garçons, 5 filles dans l'échantillon. Un peu plus de 2000 fois où il y avait eu 4 garçons et 6 filles, et à peu près pareil pour 6 garçons et 4 filles. Et plus on va vers les bords du graphique, plus on tombe sur des cas qui sont rares. Même si le fait de piocher 10 garçons sur 10, et 0 garçons sur 10, c'est produit quand même quelques fois par-ci par-là. Bref, ce que j'aimerais que vous remarquiez là, c'est que même si le résultat attendu, 5 garçons parmi 10, est le résultat qui s'est produit le plus souvent, il y a quand même eu plus souvent un autre résultat que celui-là. Regardez, sur les 10 000 fois, on a eu 2500 fois où il y avait 5 garçons, mais du coup, 7500 fois où il n'y avait pas 5 garçons. Un extraterrestre, par exemple, qui a aucune idée de la proportion de filles et de garçons sur l'île, s'il a accès seulement à un échantillon de 10 personnes, il aura donc plus de chances de se tromper sur la proportion réelle que de faire juste. Il peut très bien tomber sur un échantillon, par exemple, avec 3 garçons et 7 filles, et dire bon bah il y a 300 garçons et 700 filles sur l'île. Et il aura raison de penser ça, mais il aura quand même faux. Il faut donc faire le plus d'échantillons possible, ou alors, et surtout, faire des échantillons plus grands. Si maintenant on refait le même procédé, mais cette fois en sélectionnant plein d'échantillons de 100 personnes parmi les 1000 habitants, et ben voici ce qu'on obtient. L'échantillon, vu qu'il est beaucoup plus grand maintenant, les valeurs qu'on obtient se rapprochent plus de la vérité. Et là, un extraterrestre à qui on fournit un seul échantillon tombera presque à chaque fois sur un nombre de garçons, en gros entre 40 et 60. Et donc aura une meilleure estimation du nombre réel de garçons sur l'île. Et évidemment, si on pousse l'idée à l'extrême et qu'on fait un échantillon d'une taille de 1000 individus parmi notre population de 1000, bon bah là à chaque fois on tombe sur la bonne valeur. 500 garçons, 500 filles. Bref, le lien à faire là, c'est un lien avec les sondages par exemple. Si chacun des habitants d'un pays veut voter soit pour quelqu'un d'autre, et qu'on prend un échantillon pour essayer de déduire l'opinion du pays tout entier, et ben la taille de l'échantillon et le nombre qu'on fait d'échantillons a une énorme influence sur le résultat de notre sondage. Donc pas besoin de sortir la calculatrice à chaque fois qu'on fait un sondage, mais il faut juste être conscient des marges d'erreur selon le type de sondage. Et enfin, numéro 4, le paradoxe d'inversion. Encore un exemple. On demande à une trentaine de personnes s'ils fument des joints, et si oui, combien. Puis ensuite, on leur fait faire une course de natation. Et là, stupéfaction, en regardant les résultats, plus les gens fument des joints, plus ils nagent vite. Ce qui paraît quand même assez bizarre. Et là, si vous avez bien suivi le début de la vidéo, vous vous dites « Oui, mais c'est pas parce qu'ils fument des joints qu'ils nagent plus vite, ça veut pas forcément dire ça. » Et vous avez raison, mais en fait, dans cet exemple-là, c'est même encore plus subtil que ça. Nos 30 et quelques cobayes, en fait, on leur avait demandé leur âge au début de l'expérience. Et lorsqu'on identifie les âges sur notre graphique, on voit ça. On a les 20-40 ans, c'est ceux qui nagent le mieux, mais aussi ceux qui fument le plus de joints. Ensuite, c'est les 40-60 ans. Et enfin, on a les 60-80 ans, qui sont ceux qui fument le moins de joints, mais aussi ceux qui nagent le moins vite. Et au sein même des tranches d'âge, on voit la tendance logique à laquelle on s'attendait. Ceux qui fument nagent quand même moins vite en général que ceux qui fument pas. Donc le fait au début de ne pas avoir pris en compte un facteur, l'âge, a fait dire à notre étude l'inverse de ce qu'elle voulait dire réellement. Quand quelque chose du style arrive, le facteur en question, on l'appelle le facteur de confusion. Donc voilà, fin de cette vidéo. Il y aurait eu plein d'autres biais statistiques qu'on aurait pu ajouter à cette vidéo, mais j'ai décidé d'en prendre juste ces 4 là, parce que pour moi ils étaient assez parlants et utiles à mon sens. Donc faites juste gaffe quand on vous présente des chiffres, et puis bah... Salut!